chaleureusement à Saint-Étienne, sur une chaise verte, effectivement, en couleur de Saint-Étienne. Merci. Vous remercions d'être venus jusqu'à nous, et je sais combien la Bretagne est loin. On va aussi remercier la Fête du Livre qui nous accompagne, le Master Édition d'Art, Livre d'Artiste, depuis 18 ans. Remercier aussi l'Institut Art qui, pour cette mise en relation, remercier Anne et Zoé qui nous ont mis en relation cette année avec la Fête du Livre pour vous inviter. Remercier bien sûr encore et toujours la bibliothèque universitaire avec laquelle on a aussi ce partenariat autour des expositions, autour de la collection de livres d'artistes de l'université depuis plus de 18 ans, voilà, quasiment 19. Remercier la faculté Arts, Lettres, Langues, et je pense que la majorité des étudiants devant vous ce soir viennent de cette faculté Arts, Lettres, Langues. Il faut savoir qu'on a à Saint-Étienne le département d'art plastique, le seul département d'art plastique de Rhône-Alpes. Et puis, évidemment, remercier la puissance invitante, l'Université Jean Monnet, qui soutiennent notre master depuis sa création, il y a 18 ans. Voilà, donc ce master édition d'art, eh bien, sa spécificité, c'est que, voilà, il allie une approche des métiers de l'édition d'art ou l'édition traditionnelle et la créativité du livre d'artiste. On essaie d'insuffler un petit peu de cette créativité dans des rendus autour de l'édition d'art et l'édition artistique au sens large. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est la relation texte-image. Et vous avez dans cette salle au moins 12 étudiantes et étudiantes cette année du master édition d'art, livre d'artiste. D'autres étudiants et étudiantes de la faculté, peut-être d'ailleurs, et je vous remercie aussi très chaleureusement d'être présents ce soir. Voilà, et voilà, je ne me suis pas présentée, donc je suis Anne Béchard-Léoté, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université Jean Monnet, à la fois en anglais et en art plastique, dans ce master édition d'art, livre d'artiste, et responsable de ce master depuis sa création, avec Laurence Thuot, qui est en face, ici, en face de vous. Et voilà, et on va demander aux étudiantes de se présenter à vous, et ensuite elles vous demanderont de vous présenter, et elles ont préparé tout un ensemble de questions à partir de cet ouvrage qu'on a pu acquérir. Et puis, bien sûr, on a fait venir aussi d'autres bibliothèques de la ville, des ouvrages d'Audrey Poussier, ou d'Audrey Poussier et d'autres auteurs. Voilà, on expliquera ce lien entre les auteurs-illustrateurs ou les auteurs et illustrateurs. Ensuite, et donc il y a une petite pyramide de livres juste à côté derrière, en face de la nouvelle cabine, la cabine silencieuse de la bibliothèque. Voilà, je vais laisser d'abord la parole aux étudiantes pour se présenter et nous indiquer peut-être un petit peu ce qu'elles connaissaient auparavant de vos travaux. Et puis ensuite, elles passeront aux questions que nous avons préparées. Merci. Merci. Je pense que je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Maëlie Humbert. Je suis étudiante en master livre d'artiste, mais aussi en master CCNT création nouvelles technologies. Je suis en double cursus cette année. Et pour ma part, je vous ai connu à travers cette collection-là avec le petit personnage du lapin, notamment parce que j'ai des neveux et des nièces. Donc je fais souvent des cadeaux liés aux livres et je recharge beaucoup des livres comme celui-ci, vu leur jeune âge. Moi, je m'appelle Irsane Guyot. Bonjour. Donc, je suis étudiante également en master édition livre d'art et d'artiste. J'ai travaillé pendant quelques années en médiathèque et c'est là que j'ai eu l'occasion de m'intéresser beaucoup à l'édition jeunesse et que j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de vos livres qui sont souvent représentés pour les publics
enfants en médiathèque. Voilà. Donc bonjour, moi je m'appelle Maëva Tricot et en fait du coup je connaissais pas vos livres et quand je les ai découverts, ils m'ont tout de suite parlé et j'ai beaucoup aimé le rapport entre l'illustration et le texte dans ces livres, donc du coup voilà. Merci. Alors, effectivement, voilà. Bonjour à Première question. tous et tous, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Audrey Poussier. Je suis donc autrice et dessinatrice. Enfin, moi, je fais des livres pour enfants. Et je fais ça depuis 2003. J'étais encore étudiante quand j'ai fait mon premier livre. J'ai fait une école de... J'ai envie de faire ce métier depuis que je suis toute petite, mais sans savoir que c'était vraiment un métier. J'ai fait l'école Estienne, qui est l'école des métiers du livre à Paris, l'école d'art appliqué public, en gravure, parce qu'il y avait une section illustration que j'ai pas souhaité faire. Donc j'ai fait une année de mise à niveau et 2 années de gravure. Et puis après, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts de Paris. Ça m'a pas tellement plu. Et j'ai fait mon premier livre, Serré Sardine, à l'école des loisirs. Et j'ai arrêté l'école des Beaux-Arts. Et je suis allée à l'école des loisirs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait mon premier livre, Serré Sardine, écrit par Elsa de Vernois. Je pourrais détailler tout à l'heure comment j'ai commencé. Et puis après, j'ai commencé à écrire mes propres histoires. Je pourrais parler comme ça, mais Oui. après ça va peut-être... Oui. Il y a peut-être des questions. Je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire qui me surprend, sans me surprendre. Alors pourquoi est-ce que les beaux-arts, ça ne vous avait pas plu? Là, je m'adresse aussi, c'est une question aussi pour nos étudiants en art. Et je crois qu'à l'école Estienne, il y a aussi une autre spécialité. On peut prendre 2 spécialités. Il y avait peut-être une autre spécialité et c'était visiblement pas celle d'illustratrice que vous aviez choisie. Non, à l'école Estienne, en mise à niveau, on passe dans tous les ateliers. Enfin, moi, je sais pas, il y a édition à l'école Estienne, il y a les métiers de l'imprimerie aussi, impression. Et puis, il y a les métiers d'art qui sont reliure, typographie, illustration et gravure. Moi, bien sûr, j'étais allée vers là pour faire la gravure, mais au cours de l'année de mise à niveau, on passe dans tous les ateliers, les 4 ateliers de mise à niveau métier d'art pour moi, parce que sinon, c'est design graphique ou autre. Et donc, je suis passée dans tous les ateliers. La gravure m'a particulièrement plu. Je ne connaissais pas du tout cette technique. Et l'illustration m'a pas tellement intriguée, en fait, parce que j'avais envie de faire quelque chose de concret. Et puis, petite, j'avais écrit une lettre à un illustrateur en lui demandant comment vous faites pour être illustratrice. Et il m'a dit, il n'y a pas besoin de faire d'école, il faut être curieux. Donc, je me suis souvenue de ça, je crois. Et je me suis dit, bon, alors, la curiosité, ça devrait aller. Et la gravure, je vais découvrir. Et c'était au feeling, quoi. J'ai vraiment senti l'atelier de gravure. C'était un endroit qui était tout en haut de l'école. On n'était pas nombreux dedans. Il y avait les machines, les presses, l'encre, une odeur, quelque chose d'artistique qui m'attirait. Dans la salle d'illustration, elle ressemblait à une salle comme ça. Et c'était à nous de tout faire. Mais là, dans la gravure, il y avait quelque chose qui arrivait. Et voilà. Et donc, j'ai passé... mais on devait juste faire ça. Et on passait 2 jours dans la semaine dans cet atelier de gravure. Et le reste, c'était mathématiques, français, littérature... perspective, dessin, modèle vivant, des choses comme ça. Et puis exposition et beaucoup d'ouverture à l'art en général. Et voilà. Et après l'école des Beaux-Arts à Paris, j'ai été prise j'étais prise aussi dans une autre école parce que en fait je trouvais ça court de commencer à travailler. Et puis là je me disais je vais peut-être faire autre chose que l'illustration. J'étais en train de découvrir des choses. L'illustration c'était une vieille idée, donc c'est comme si cette vieille idée c'était un peu trop simple de le faire. Bon, déjà, j'avais aucune idée de comment on faisait un livre, mais c'était mon idée comme ça, dans rêve d'enfant, quoi. Et j'avais pas l'impression que c'était le truc à faire. Je me disais, je pourrais plutôt que je sois journaliste ou sage-femme ou je ne sais quoi. Mais ce que j'aimais, c'était quand même dessiner. Et puis, les Beaux-Arts de Paris, c'est une école, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, on était assez seuls. Ah oui, j'étais prise à Sainte-Martine aussi à Londres, où je ne suis pas allée. Parce que ça me paraissait compliqué d'aller vivre toute seule à Londres. Et puis, pour des raisons personnelles d'amoureux qui prennent toute la place à cette époque-là de ma vie, je suis restée à Paris. De ce côté-là, j'ai pas bien fait, mais c'est pas grave. Donc j'étais au Beaux-Arts. Et ouais, j'étais assez seule. Et puis c'est un cursus à Paris très artistique. Donc à l'époque, il fallait surtout pas savoir dessiner ni avoir des idées concrètes, mais
avoir des concepts, des envies, des idées, sauf que quand on a 20 ans, qu'on sait rien faire et qu'on est tout neuf, partir juste de sa tête, c'est pas facile, quoi. Et moi, j'avais la conviction qu'on avait besoin de faire. Donc j'allais dans les bases. Heureusement, il y a des bases Beaux-Arts de Paris, base photo, base sculpture et tout ça. Où là, il y a des gens qui sont pas purement artistes et qui nous aident à manier les choses. Donc moi, j'allais là-bas, j'inventais des projets, et puis pour avoir la chance de pouvoir faire des choses, quoi. Et j'ai fait ça quelques années. J'ai passé un an en Espagne aussi, au cours d'un échange. En fait, dès que j'ai pu, je me suis échappée des Beaux-Arts de Paris. J'arrivais moi en 2e année, donc en équivalence, et j'ai dit, on m'a dit, tu peux faire une sorte de bourse, un peu comme Erasmus, mais je sais plus ce que c'était. Mais voilà, si tu viens d'arriver dans l'école, ça va pas être évident juste l'année d'après de partir. Donc j'ai regardé la liste des pays ou des villes et je me suis dit, je vais demander le truc que personne ne demande et peut-être qu'on va le prendre. Et donc j'ai demandé Valence en Espagne et effectivement j'ai été prise. Alors, je ne suis pas beaucoup allée à l'école à Valence parce que voilà, pour toujours la même raison personnelle de l'histoire d'amour qui dégénère. Donc j'étais pas très en forme psychiquement. Et je le dis parce que voilà, ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie aussi étudiante, quoi. Enfin, c'est pas toujours, il n'y a pas que des hauts. Et puis aussi, il pleuvait beaucoup à Valence et visiblement la fac n'était pas équipée, donc c'était à moitié inondé. J'ai aucun souvenir de cette fac, je me souviens mais je suis pourtant allée, hein, mais je me souviens pas. Par contre, j'étais dans un autre pays, j'ai parlé une autre langue, j'ai rencontré des gens, j'étais en colocation avec des Espagnols, donc moi je parlais pas espagnol, donc en 3 mois j'ai appris l'espagnol. Après, j'étais bilingue. J'avais des amis des Beaux-Arts qui avaient fait un échange aux Beaux-Arts de Paris, qui étaient de Barcelone. Donc, je suis allée les voir à Barcelone. Donc là, j'ai rencontré... Après, j'arrête avec ça, mais j'ai rencontré un amoureux à Barcelone. Et donc, ça allait mieux. Mais tout ça pour dire que du coup, je suis restée une année en Espagne. J'ai dit à mes parents, je crois pas que je vais revenir à Paris. Eux, ils étaient en Bretagne. Mais ils se souciaient, bien sûr, de moi et de comment je vivais. J'avais une bourse pour 3 mois et j'ai dit, je crois pas que je vais revenir, je vais passer mes UV, je vais faire mon année, mais j'aimerais bien rester en Espagne. Ils m'ont dit, d'accord, mais on est désolé, mais par contre, il faudrait que tu travailles, parce que si tu n'as plus ta bourse, nous, on va pas... Si tu prends la décision de rester là-bas, assume financièrement. Je lui ai dit, d'accord. Donc j'ai cherché du travail, j'ai fait des petits boulots, et à côté de ça, j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire déjà, moi, dans ma vie? Ah, mais oui, je veux faire des livres pour enfants. Donc je suis allée voir les éditeurs à Barcelone, j'ai trouvé un appart à Barcelone, je me suis mise en colocation, je suis allée voir les éditeurs, et puis j'ai dessiné, j'ai fait des... Je sais plus comment j'ai fait, mais en tout cas, je suis allée dans une librairie, j'ai regardé le nom des éditeurs, et j'ai pris l'adresse, et je suis allée. Et il y en a un qui m'a dit, ah oui, on va faire une version originale des Contes de Perrault, ça nous intéresse si vous faites un essai. Je sais pas pourquoi pas, donc je suis rentrée dans mon appart et puis j'ai fait des essais. J'ai lu les Contes de Perrault en version originale, qu'on connaît souvent un peu, parce qu'on connaît tous les contes qu'on appelle les contes de fées. Et ces versions sont beaucoup plus sombres, donc ça m'a donné des idées. Voilà, ça m'a un peu décalé et détaché de ce que je connaissais de ces contes-là, comme Le Petit Pousset ou Le Petit Chaperon Rouge. Et j'ai fait 2-3 dessins, je leur ai montré, ça leur a beaucoup plu. Et comme je travaillais à la gravure avant, j'ai fait des trucs très hachurés avec beaucoup de noir et puis juste après aquarellé. Et on en parlera si jamais vous avez l'occasion de venir au Salon du Livre dimanche. On a une petite entrevue avec Anaïs Vaugelat, qui est mon éditrice à l'École des Loisirs, et Guenelle Boutouillat qui va nous interroger et on va parler du travail de l'une et de l'autre. Et vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça. Donc je suis allée voir cette maison d'édition qui m'a dit ah ben oui, super, ça nous plaît, continuez. Donc j'ai continué, mais bon, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, je n'ai pas été payée pour ça. Et puis, en fait, ils m'ont dit non, mais en fait, j'ai fait beaucoup de dessins. Puis ils m'ont dit, mais en fait, on ne va pas faire cette version finalement, financièrement, ça ne tient pas, je ne sais quoi. Bon, c'est pas grave. Et moi, je suis rentrée à Paris parce que je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, être artiste. Je vais mettre ça de côté. De toute façon, une école pour être artiste, c'est bizarre. Et aux Beaux-Arts de Paris, c'était beaucoup des artistes professionnels qui étaient dans les ateliers, mais en réalité qui n'étaient pas souvent là. Donc les ateliers étaient vides en multimédia. Donc moi, je me retrouvais toute seule. On travaillait chez soi. On fréquentait peu de gens. Donc je pense en peinture, c'était pas le cas parce qu'ils avaient besoin d'ateliers pour peindre. Mais sinon, c'était assez fantomatique comme école. Donc ça m'allait pas. Et je me sentais pas... je suis retournée quand même faire une année en photo où j'ai rencontré des gens sympas, des profs, quoi. Mais voilà,
après ma 4e année, il ne me restait plus qu'une année à faire et j'ai dit à des élèves, moi je fais des livres pour enfants, j'ai envie de faire des livres pour enfants. Donc ils m'ont dit, ah, t'as besoin d'argent? J'ai dit, non. Non, après j'ai pas poursuivi, j'ai pas dit non, ça me plaît, c'est bien et tout. Mais il y avait une idée de l'art qui était très séparée des arts appliqués. Et moi, je sentais que j'étais pas assez mature pour faire ça. Et puis rentrer dans un circuit d'art, de galerie, de vendre son travail, qui me paraissait tellement étrange et tellement pas... Je me sentais tellement pas à ma place que je me suis dit non, pour m'exprimer, je vais aller dans les livres. Et puis, j'avais envoyé les fameuses illustrations des contes de Perrault à plein d'éditeurs en France, dont l'École des loisirs, qui m'a dit, le comité de lecture, en fait j'ai juste pris les adresses et comité de lecture, où j'ai passé un coup de fil, et puis il m'a dit il faut adresser au comité de lecture, qui m'a dit on ne fait pas de banque d'illustrateurs et d'illustratrices à proprement parler, mais si vous avez une histoire à raconter, on serait très heureux de lire votre projet. Merci, au revoir. Bon. Reste que j'ai bien aimé certaines de vos images, et il y avait des petites croix sur les images, des photocopies, j'avais envoyé des photocopies. Donc je ne sais pas, une dizaine de photocopies de mes dessins. Signé un nom. Ouais. Bon, bah ok, donc là je me suis... Mais par contre, j'ai eu des réponses de beaucoup de maisons d'édition qui m'ont donné des rendez-vous, qui ont voulu me rencontrer, avec pas grand-chose, hein, il y avait quelques dessins. Et non pas que ça a été géniaux, mais je pense qu'ils ont vu un truc, ils sont attirés peut-être la curiosité de voir... parce que c'était assez maladroit, quoi. Mais voilà, il faut... Tout ça pour dire que quand on a envie de faire un truc, il faut quand même tenter. Et avec la naïveté que j'avais, en fait, ça n'a pas trop mal fonctionné. Et l'École des loisirs m'a rappelé en me disant, bon, on peut vous faire faire un essai. Il y a eu d'autres trucs avec d'autres éditeurs, mais qui n'ont pas abouti. Ce serait trop long de tout raconter. Et l'École des loisirs m'a dit, nous, on veut bien vous donner une histoire et vous faites un essai. J'ai dit, bah super, mais franchement... C'était mon rêve en fait, donc je ne croyais pas mes oreilles. J'ai fait un essai et puis finalement c'était difficile, mais c'était la personne en fait qui est Anaïs Ojlad, mais qui avait un autre nom parce qu'elle avait un pseudonyme pour pas qu'on... Alors moi je connaissais pas ses livres, donc j'aurais pas été vraiment influencée, mais c'était pour pas qu'on soit influencé par son travail d'autrice, illustratrice aussi. Donc on a fait ce petit projet ensemble, et puis au bout d'un moment, elle m'a dit « C'est vraiment difficile ce qu'on t'a demandé. D'abord, il y a des personnages humains, il y a un côté psychologique, et puis cette histoire, on l'avait dans nos tiroirs, et puis personne ne voulait la faire. Même Frédéric Ster ou Michel Guay, des auteurs qui sont plus âgés et qui ont beaucoup de bouteilles, n'ont pas tellement voulu la faire. Donc, c'était pas un bon cadeau, quoi. Mais je vous rappellerai, on vous rappellera pour peut-être un autre essai. Et finalement, ils m'ont rappelé et ils m'ont proposé Série Sardine d'Elsa de Vernois. Et on a fait vraiment ce premier livre main dans la main, quoi. Voilà. Et après, ils m'ont dit, le livre est paru. Et ils m'ont dit, bravo, maintenant, si vous voulez faire des livres, il va falloir écrire vos histoires. Parce que nous, on travaille plutôt avec des gens qui écrivent et qui font les dessins. Je m'arrête là, peut-être. Je ne sais pas si vous avez dit. Comment vous vous articulez? Du coup, vous avez commencé juste en tant qu'illustratrice pour le texte de quelqu'un d'autre, et on vous a demandé, donc, d'écrire vos propres histoires. Comment vous avez réussi à trouver Alors, c'était pas facile, parce qu'au départ... Déjà, moi, ce que j'ai découvert, parce que vraiment, j'avais 22 ans, puis j'avais aucune idée de comment faire un livre. J'étais pas très bonne en dessin. En fait, j'avais découvert plein de choses dans les écoles d'art, dans les écoles d'art, dans les musées, expos et tout ça, mais j'étais pas une passionnée ou une grande dessinatrice. Donc j'ai déjà découvert qu'un texte, il fallait le découper et faire un chemin de fer. Donc ça, j'ai appris. Et puis j'ai appris qu'un texte, il fallait travailler le rythme de ce texte avec ce qu'on avait en matière quand c'était pas mon texte. Faire un chemin de fer, donc c'est découper le texte et rythmer l'histoire pour qu'on sache ce qu'il y a à chaque page. Est-ce qu'on fait un gros plan, un plan serré, plusieurs, est-ce qu'on décompose? Vraiment à proprement parler, le rythme. Et puis après, le dessin, j'ai fait avec les outils que j'avais, quoi.
que je savais, ce que je savais pas dessiner. Et Anaïs me disait, bon, t'as pas besoin de dessiner plein de choses, t'as besoin de dessiner ce qui est dans le texte, et puis après, le reste, on s'en fout. Il faut aussi beaucoup insister sur l'expressivité des personnages, parce qu'un enfant, il va regarder les têtes que font les personnages, et donc il y avait un gros travail là de... Mais j'avais vraiment le nez dedans, quoi. Je voyais pas le livre de loin. Maintenant, je peux, mais... Et donc, quand on m'a dit, il faut faire tes propres histoires, je me suis dit, je sais pas quoi raconter, enfin, j'avais vraiment aucune idée. Et donc, j'ai fait une histoire qui s'appelle Cherche Ami, qui est épuisée, là, depuis peu, je crois. Et Cherche Ami, eh bien, Amélis m'a dit, elle m'a appris aussi à écrire, en fait. Elle m'a dit, à quoi tu penses tout le temps? Je fais, Elle m'a dit, par exemple, si tu passes devant une vitrine, à chaque fois tu regardes et tu te trouves grosse ou trop petite ou trop moche ou je ne sais quoi, ça peut être ça. C'est quoi ton obsession de maintenant, quoi, d'adulte? Et moi, je voulais me faire des amis, donc j'ai fait chercher. J'ai relié ça à quelque chose que j'avais vécu dans mon enfance, où j'étais arrivée sur une île avec mes parents et je connaissais personne. Et je m'ennuyais beaucoup, et donc mes parents m'avaient dit, je sais pas, ils m'avaient dit, mets une annonce. Et j'avais mis une annonce dans une boulangerie. Et donc, c'est l'histoire que j'ai faite. Un chat qui s'ennuie. En vrai, j'ai fait ça. J'ai mis une annonce à la boulangerie. Cherche amie, cherche copine. Et puis, ça marchait pas. Et dans le livre, ça marche pas. Donc, il attend devant chez lui. Personne vient, sauf sa voisine. Elle lui dit, mais t'attends quoi? Il dit, mais j'attends mes nouveaux amis. Mais ah bon, mais quels nouveaux amis? En plus, c'est un chat, il s'est hérisson. Mes nouveaux amis, j'ai mis une annonce à la boulangerie. Il la snob un peu parce que c'est sa voisine, il la connaît, il en veut pas. J'ai mis cherche ami, puis j'attends. Puis elle se moque de lui et dit, mais ça marchera jamais. Il faut mettre, je sais pas moi, cherche ami pour jouer. Bon, ok, mais tu restes ici au cas où quelqu'un viendrait quand même, et moi je vais changer l'annonce. Bon, bref. Et donc ils changent, après ils se remettent à attendre, personne vient. Bon, alors cherche ami, on va faire un grand goûter, mais je sais pas cuisiner. Oui, mais moi je sais cuisiner, donc ils font un goûter, ils changent l'annonce, et ça marche jamais, donc ils changent de plus en plus. Et moi, dans la vraie vie, j'avais fait. Cherche ami, cherche copine, et puis après j'étais allée mettre donne petit chat, cherche copine, donne petit chat, parce que j'avais des chatons, donc ça avait attiré les gens. Et là il y avait aussi Arthur Schmitt, je me souviens, l'éditeur de l'école des loisirs, qui a lui créé la maison, et je me souviens d'avoir eu un rendez-vous avec lui où je devais bloquer sur un passage de l'histoire. Il m'avait dit, bon, mais ça s'est passé comment dans la vraie vie? Je sais plus si c'était Arthur ou Anaïs. Ça s'est passé comment dans la vraie vie? Je fais, finalement j'ai dû taper dans un caillou dans la rue devant ma maison en disant ouais, j'en ai marre, je suis allée à la plage et je me suis fait une copine. Et voilà, donc j'ai transposé en fait cette histoire de petite avec mon désespoir de grande d'être à Paris, et aussi en fait, parce que je me souviens que je cuisinais tout le temps, j'adore cuisiner, j'avais tout le temps trop parce que j'habitais toute seule. Et donc voilà, il y avait ce truc de vouloir partager ma vie de jeune adulte et de relier ça à un souvenir d'enfance et de tout mélanger, quoi. Et eux, ils m'ont plutôt aidé à construire l'histoire, à lui donner une forme. Parce qu'au départ, pour moi, c'était assez fouillis. Et puis après, j'ai appris toute seule, j'ai fait aussi des collaborations. Et maintenant, je sais, moi, comment donner la forme à une histoire qui est au départ une sensation, un sentiment. Où ça part de plusieurs envies que j'ai d'écrire quelque chose sur quelque chose de très intime, qui est assez complexe dans ce que je ressens moi, et de le relier à parce que j'ai un très très bon souvenir de comment je me sentais très petite. Et donc je le relie à des sensations que j'avais petite, et là j'essaie de faire que tout se rejoint. Et en même temps, je fais des images. Quand j'ai une idée de mon histoire, je fais des images assez poussées de ce que sera le livre à la fin, sans avoir encore construit le livre. Et après, je m'attaque au début, quoi. Donc j'ai le début, au milieu. J'ai le début, j'ai la fin en ayant des images et en ce que je veux atteindre graphiquement. Et après, je construis un chemin de fer et une histoire structurée où je vais enlever énormément de choses et garder que le squelette et l'essence de ce que j'ai voulu dire à la fin. Là, je vous le fais en résumé, mais c'est ça. Et finalement, ce qui reste de l'histoire, c'est comme une infusion ou quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choses que j'enlève de ce que j'avais au début, d'images que je voulais mettre, ou d'anecdotes, ou de choses que j'ai vécues, de choses que je voulais mettre dans l'histoire, que j'enlève parce que ça ne sert plus à rien par rapport à ce que je veux raconter. Mais par contre, tout est contenu. C'est-à-dire que tout est contenu dans mon idée de départ, elle est contenue dans l'histoire, même si elle n'est plus du tout ce que c'était au départ. Donc c'est un travail d'épuration et c'est comme si on avait un gros bloc de marbre et à la fin on fait une feuille d'automne, quoi, qui est en train qui est à moitié déchiquetée. Voilà. Je sais pas, une image comme ça, mais c'est un truc de... Et le livre pour enfants, pour moi, c'est ça,
c'est pas le squelette, parce que le squelette c'est un petit peu austère, mais il y a quelque chose d'épuré d'une idée qui peut être pas simpliste. Mais on la rend simple pour qu'un enfant puisse la comprendre, que ce soit accessible, mais les enfants sont très fins, comme les adultes, et ils ont aussi des émotions très fortes. Donc il faut que lui ressente ça, mais que ce soit à son adresse, quoi. Voilà. Du coup, moi j'avais une question, je rebondissais sur le fait que vous écriviez du coup, et je me demandais si vous aviez produit des albums seulement en tant qu'autrice. Non, jamais. Jamais, parce que mon but c'était quand même de dessiner. Donc j'ai fait un peu de collaboration. L'illustration et... Ouais. Et puis en plus, il y a un travail plus intime forcément. Mais j'ai beaucoup aimé aussi faire des collaborations. Donc j'en ai fait avec Mathieu Sylvander pour Tartatou, Jean Leroy pour Castor Têtu, Elsa de Vernois, et peut-être j'en oublie, Véronique Cauchy pour Grand-Père Crapaud. Et en fait, à chaque fois, c'était des périodes où, comme j'ai appris en faisant les livres, au tout début, dès que j'avais fini un livre, c'était pour moi un gros travail d'écriture et moins de dessin, enfin d'écriture, de construction. Et ça me reposait en fait d'avoir le texte de quelqu'un parce que j'étais allégée du sens de l'histoire. J'avais pas toujours une idée ou un truc à dire tout de suite, à raconter tout de suite. Donc il y avait cette envie de se reposer. Et puis ce qui est très intéressant quand on illustre le travail d'un auteur, qu'on ne rencontre pas nécessairement, c'est qu'on s'approprie l'histoire et qu'on est aussi l'auteur ou l'autrice de cette histoire parce que la raconter en images, il va se passer tout autre chose. Il y a vraiment les images arrivent. Parfois, les auteurs ou les autrices nous font un découpage qui est un peu bizarre selon nous, donc on le change. On peut se donner la liberté aussi de changer les choses en demandant pour chaque virgule, bien sûr, à la personne qui a écrit. Mais c'est un travail qu'on faisait avec Anaïs Vaugelade et avec la personne qui a écrit en triangle, et puis des fois en ping-pong, pour... voilà, parce que des fois on trouve des idées, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui naissent et des trouvailles dans le dessin, et il faut que l'autre soit d'accord. Et puis des fois l'autre a à redire aussi, pas sur ce qu'il imaginait, parce que c'est délicat quand on a écrit une histoire, on est forcément surpris par le dessin, mais par... je sais pas un détail, mais par exemple Jean Leroy, et j'avais fait Castor Têtu qui tire à l'arc, et puis il m'a dit un arc ça se tient pas comme ça, la flèche elle va pas partir. Ah oui, t'as raison, donc j'ai regardé. Mais voilà, ça c'est des petits détails, mais il y a vraiment un travail que je trouve tout aussi intéressant en fait, de travailler sur le texte de quelqu'un d'autre. Et qui est pas facile parce qu'il faut aussi saisir ce que l'auteur a voulu dire. Mais on est moins encombré. Voilà. Je vais rebondir sur cette idée d'encombrement, de trop-plein. Dans vos livres, il y a un effet d'accumulation dans la narration. Dans La Bagarre, petit ouvrage très connu qui circule, donc le petit lapin rose. Est-ce que c'est un lapin d'ailleurs? On ne sait pas. Oui, oui. Voilà. Le petit lapin rose, eh bien, voilà, lui aussi, il a besoin d'amis. Et puis, il rameute tous ses amis pour faire une grande bagarre. À la fin, il se retrouve avec 10 amis qu'on retrouve dans d'autres albums. Et puis, il y a une grosse bagarre. Et puis, à la fin, il lui dit « stop !» Il arrête tout. Et puis, il met des pansements à tout le monde. Il soigne tout le monde, etc. Donc, il nous semble que plusieurs albums fonctionnent comme ça, avec un effet d'accumulation. La même chose pour Le Bain d'Abel. Le petit bébé Abel qui part avec l'eau du bain et puis qui est rejoint par ces petits canards en plastique, qui rencontrent de vrais canards, etc. Et plein de monde, et notamment un petit camarade humain. Et puis, et voilà, il se retrouve, il y a un effet de groupe, il y a un effet de choralité presque, comme dans les films italiens. Et puis, à la fin, on a noté aussi qu'il y avait un d'effet boucle. C'est-à-dire qu'ils reviennent tous à la maison. Ou bien on arrête la transgression. On revient à la maison, donc on arrête la bagarre, et puis on revient sagement à la maison. Dans un des derniers ouvrages, Les Trois Chatons aussi. Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer ce besoin d'une accumulation progressive de personnages, peut-être un besoin d'amis, je sais pas, mais aussi ce besoin de transgression? Alors, tout ce que vous dites là, c'est juste. Après, ça n'a pas forcément été pensé, mais il y a plusieurs choses. L'accumulation, c'est aussi un truc classique de la littérature jeunesse, pour l'effet comique, en fait, moi je l'avais fait au départ. Donc la bagarre, ça fait partie d'une autre collection au sein de l'École des loisirs, qui est Loulou et compagnie, et qui est dirigée par Grégoire Sur le Taref, qui fait aussi des livres pour enfants depuis très longtemps. Et
après avoir écrit 3 livres, après avoir fait 3 livres avec Anaïs Vaugelat dans la collection des albums, j'ai voulu changer et faire des livres pour les tout petits. Et en fait, à chaque fois que je fais un nouveau livre, j'ai une envie de changer, de me lancer un défi, d'aller ailleurs, d'aller explorer ailleurs graphiquement, et puis dans le sens aussi des choses. Et donc là, j'avais envie de faire des livres pour les petits. Je me suis dit, bon, alors, pour les petits, je suis allée voir un peu ce qui se faisait. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imagiers, mais très simples, la thématique de la plage, ou la thématique de la maison, et qu'il y avait peu d'histoire et de narration pour les tout petits. Donc j'ai fait la piscine, mon pull, une farce, la bagarre, il y en a 13 je crois, ou 12. Et donc il y avait l'idée de faire un graphisme simple, une couleur pour chaque personnage, et un nombre de personnages qui changent à chaque page. L'idée c'était qu'un enfant tout petit, il puisse juste nommer les animaux, ou nommer la couleur, ou compter. Et qu'un enfant plus grand, ou un enfant, c'était parce qu'un enfant même de 3 ans, ils n'ont pas tous la même avancée niveau psychomoteur. Et donc, qui est aussi de l'humour et qu'on puisse s'accrocher à une narration. Mais ce truc d'accumulation, c'est un effet comique d'un truc qui grossit, puis qui craque, quoi. Et la transgression, c'est parce que j'avais aussi envie de travailler le caractère de chaque personnage. Et donc, effectivement, ce lapin rose, c'est un lapin. Donc c'est un lapin bizarre parce que j'ai copié le doudou de ma sœur, qui était une sorte de peluche rose qui s'appelait Petit Lapiou, qui avait un vrai pull bleu que ma mère avait tricoté quand on était petite. Et donc, je sais pas, un jour, je savais pas quoi faire. Je pensais à cette collection et je savais pas quoi faire. J'avais ce doudou-là en tête et je l'ai dessiné. Et je l'ai dessiné avec plein d'émotions différentes et j'ai commencé à raconter des choses. Ces livres-là, par exemple, je les ai racontés pas en texte. Je les ai racontés en images, en m'imaginant une petite scène de théâtre. Donc, j'ai pas du tout fait le texte à chaque fois. Je me suis dit, je vais faire 12 pages. Je me suis donné plein de contraintes. Un personnage nouveau à chaque page, 12 pages ou 13 pages. Et puis, un truc rigolo, une aventure. Et le texte, il vient à la fin quand je vois ce qu'ils ont l'air de se dire, quoi. Mais qui est un texte simple aussi pour qu'un enfant tout petit, il puisse le lire et puis après le relire sans savoir lire, en regardant juste la tête des personnages. Donc j'ai travaillé chaque personnage indépendamment en me disant, moi, dans ma tête, quel caractère a chacun. Mais il y a le protagoniste, comme au théâtre, et puis le cœur, effectivement. Et donc pour moi, même s'il y a ce truc de groupe, il y a dans beaucoup de livres, ça parle, et c'est Arthur Schmitt qui m'avait dit ça aussi, ça parle beaucoup de solitude. À chaque fois, c'est des personnages seuls qui commencent, ou La première nuit dehors aussi. Et La première nuit dehors, c'est une petite souris, elle part toute seule, puis elle se fait un copain qui est un tétard qu'elle a trouvé par hasard dans une flaque, enfin dans une mare. Et donc, à chaque fois, il y a une histoire de solitude, parce que je pense que je pars de cette sensation que j'avais enfant d'être au monde seule, quoi. Moi, je me souviens petite à 2-3 ans de dire, waouh, je vais être tout le temps dans la même peau. Je ne serai pas dans la peau de mes frères et sœurs, je ne pourrais pas aller dans celle de mes parents ni de mon chat. Je vais faire ça. Et je voyais les gens qui vivaient super longtemps, je me disais, ça va être super. Et donc, je me souviens de ça, je me souviens de me dire, mais si mes parents, parce que ma mère avait eu un premier mari, je me dis, mais si elle n'avait pas divorcé, donc elle n'aurait pas rencontré mon père, et donc moi, je ne serais pas née. Enfin, je sais que les enfants, ils se posent toutes ces questions-là, et on leur laisse, où ils ont la place de les... Enfin, on se les pose tous, et puis on a la place ou pas de les développer ou de... Et donc, il y a ça, je crois, dans le truc de solitude, au départ, d'être un personnage seul, et puis qu'on est en société, donc il y a l'altérité, et dans tous les livres traitent un petit peu de ça, je pense. Et donc, l'accumulation, bah oui, c'est un peu un classique de la littérature jeunesse, et cette envie de... et la transgression, en fait, bah lui, il a quand même mauvais caractère, par exemple, ce lapin rose. Et il veut aussi reprendre le dessus dans la bagarre, et c'est lui qui propose le jeu, ça lui va pas, il arrête, mais après c'est lui qui met les pansements aussi. Et voilà. Donc, et puis le bain d'Abel, bah, c'est le petit garçon qui part tout seul dans son bain, il rencontre plein de monde, et après c'est quand même lui que la maman retrouve, mais elle l'accepte avec ses copains sans poser de questions. Il revient à la maison, et il y a effectivement ce truc de boucle qui est, je pense, rassurant, et puis qui est une chute sans être une chute aussi. C'est quelque chose, mais c'est pas vraiment réfléchi, mais il y a un truc de raconter des trucs des fois pas faciles, il y a une douceur dans le fait de recommencer. C'est la nuit, la première nuit dehors, et puis après la maman se réveille, et puis il va y avoir une autre journée. Dans le jeu du plus qu'un jour, ils vont recommencer le jeu. Là, il va sortir du bain, et le lendemain, il va reprendre un bain. Dans comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, c'est le jour de la semaine. Donc il y a un truc d'avancée, quoi, un truc de cheminement. Mais c'est presque inconscient, ça. Ou alors,
Ou alors, je ne sais pas si tous les livres sont comme ça, mais il y a un petit peu une structure comme ça d'avancer, puis de repères dans le temps aussi pour un enfant. Donc peut-être que c'est ça aussi, cette question des repères qui sont rassurants par rapport au fait de transgresser, de retourner. Quand on transgresse enfant, on a besoin de ces fameuses règles, ces fameuses limites qui nous replacent là où on était pour pouvoir repartir. Je sais pas, comme les chats, j'ai appris que d'abord ils font le tour de leur maison, après le tour du jardin, après le tour du quartier, puis et voilà. Je voulais revenir sur la maison d'édition, Oui. par rapport aux collections. Je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui choisissez, par exemple, sur telle collection que vous voulez travailler, ou c'est quelque chose qui est imposé et que, par exemple, vous avez un quota chaque année de Non, on va non. faire Non, il n'y a tel rien nombre de d'imposé. livres. Non, il n'y a rien d'imposé à l'école des loisirs. Moi, c'est moi qui propose une histoire, et c'est là où j'ai envie d'aller. Et puis eux, ils disent, je propose mon idée, puis ils me disent oui, non, avant même que ce soit fait, puisque déjà maintenant on se connaît. Et je choisis le nombre de pages. Après, on a quand même des contraintes. Et puis, il faut que ce soit logique. Je ne vais pas faire un livre de 90 pages pour un tout petit. Et ça pourrait, mais il faudrait que ce soit justifié. Le format, je choisis. Mais pareil, quand je veux faire un petit livre, on me dit, bah non, tu peux faire un tout petit livre, mais il va tomber dans le fond des bacs. On va quand même le mettre à 15 €, personne ne va l'acheter. Donc, c'est des petites contraintes comme ça, mais sinon, on est assez libre. Et puis, la seule contrainte, c'est que moi, comme je gagne ma vie avec... eh ben, il faut que j'en fasse un, puis un autre après. Je pourrais en faire plus aussi, mais c'est long. C'est long, puis moi j'ai envie de me donner le temps pour que le livre soit... Je préfère passer plus de temps, que le livre me paraisse réussi, qu'il ait la chance de vivre une vie en librairie, et voilà, que je gagne ma vie avec, plutôt que d'en faire plein et de gagner peut-être plus, mais à court terme, je sais pas. C'est un calcul comme ça. Puis c'est mon temps de travail, et puis c'est ce que j'ai appris avec la gravure, là, à attendre. Par rapport aux maisons d'édition, est-ce que vous avez toujours travaillé avec la Oui. même? Jamais Non. testé d'autres Non, pour la bonne et simple raison que comme je mets du temps à travailler, que chaque idée est bien reçue à chaque fois, ben, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, on a un dialogue avec Anaïs Bougelade qui fait que moi, ça me fait avancer. Je voulais aussi revenir sur le fait que vous parlez de gravure. Oui. Et dans les livres qu'on a pu feuilleter, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail sur l'aquarelle, mais sauf pour les derniers, on sent que vous avez changé de technique. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de ce changement? Oui, parce que alors l'aquarelle, j'ai appris aussi, je savais pas peindre, je savais vraiment le minimum. Mais comme l'aquarelle, bah, j'ai pris des trucs comme ça, donc j'ai peint. Comme j'étais, comme je vous disais, très préoccupée par la construction du livre, le dessin était presque secondaire. Pour moi, ce qui est le plus important dans un livre, c'est que l'histoire soit bien construite. Et je pense vraiment qu'un livre mal dessiné, mais avec une bonne histoire, il va tenir plus longtemps qu'un livre très bien dessiné avec une mauvaise histoire. Que la narration, que l'enfant, il a besoin qu'on ne se moque pas de lui, enfin, qu'on le prenne au sérieux dans le sens où il faut qu'il ait envie de savoir ce qui se passe. Et je ne pense pas qu'il soit attiré avant tout par les images comptent, bien sûr. Mais il faut aussi bien raconter en histoire qu'en texte. Et donc, c'est la construction du livre et le soin qu'on apporte à transcrire notre idée qui est importante. Que le dessin soit super beau, c'est super, mais c'est tout d'abord ça. Donc moi, j'ai beaucoup peiné à dessiner au départ. Alors, je suis allée avec une économie de moyens, donc l'encre, la plume, le pinceau et puis l'aquarelle. Et puis à chaque livre, par exemple, le bain d'Abel, je ne savais pas dessiner les personnages humains et les paysages. Donc je me suis dit, bon, bah, le prochain livre, je vais faire un livre où on change de paysage à chaque fois. Donc il se trouve qu'il passe par le tuyau et ça s'est fait aussi comme ça, parce que j'avais envie de changer et qu'il y ait une avancée. Et puis j'ai dû dessiner un bébé qui a d'autres proportions. Donc tout a été un apprentissage. Et puis dernièrement, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile pour moi, pour mon plaisir personnel, donc en 2020, ça fait pas si longtemps. Mais c'était le confinement, donc j'ai pris 2-3 cours de peinture et puis hop, tout le monde chez soi. Donc j'ai continué comme ça, et puis j'en ai parlé à Anaïs, je lui ai montré des peintures, et elle m'a dit « Waouh, c'est super !» Et j'avais une idée de faire 3 chatons dans la nuit, je n'avais pas encore l'histoire, mais je voulais faire une histoire de nuit. À chaque fois, ça part aussi du... En fait, il y a plusieurs pistes. Il y a, par exemple, une thématique, pas une thématique, parce que c'est pas si simple. Je voulais faire une histoire de nuit. J'avais des idées d'yeux qui brillent dans la nuit. Un truc un peu le classique de... Je dis, il y a des classiques de littérature jeunesse, comme Le Coucher. Donc, c'est pas vraiment des thèmes, c'est juste... je sais que c'est important. C'est des moments importants de la vie des enfants. Donc là, je voulais un truc de frousse où on a peur dans la nuit. Je voulais
faire de la peinture parce que je me disais à l'aquarelle ça va être moche et j'ai dit à Anaïs est-ce que ce serait pas une bonne idée que je mette la peinture à l'huile dans cette histoire et je voulais qu'il y ait une petite phrase qui soit « et si » parce que cette histoire de Trois chatons dans la nuit était partie du fait que j'étais à chaque fois que je finis un livre je me dis « oh j'arriverai jamais à en faire un nouveau », enfin c'est toujours un peu l'angoisse. Et là je disais ça à une copine qui me disait « mais si, t'as plein d'imagination » parce que j'habitais chez elle à ce moment-là parce que ma maison était en travaux, donc on était dans une petite maison avec plein d'enfants, puis le soir souvent je raconte pas des histoires, mais elle me disait je sais pas, tu parles et puis tu dis ah et puis si on faisait ça, il se passerait ça, et si, et si, et si. Et elle me dit juste ça, ce truc de et si. Bonjour, bonjour. Attention, demain samedi 11 octobre, l'accès au campus se fera par la rue Vaillant et non pas par la rue du 11 novembre. Si vous avez prévu de venir nous voir demain, nous sommes ouverts de 9h à 18h30. Et donc ce truc de et si et des yeux dans la nuit, en fait souvent je vis longtemps avec une idée, donc je marche, j'y pense et puis ça se rejoint quoi. Donc il y avait la peinture à l'huile, et si et les yeux dans la nuit. Et donc et puis ce truc de maman géante aussi où j'avais envie qu'il y ait un truc impressionnant quoi, que l'histoire elle est toute simple, ils font juste un pas devant l'autre donc c'est assez modeste et assez. Et juste à la fin, et c'est je crois Anaïs ou la maquettiste, où on a parlé de ça ensemble, qui dit ah mais ce serait trop bien une grande page qui s'ouvre. Et donc là il y a ce grand chat qui fait que il y a aussi ce truc génial dans le livre pour enfants ou dans le livre tout court où on peut faire ce qu'on veut. Donc ce truc fantastique où là la maman c'est une maman chat normale, quoique une maman chat habillée dans un salon qui lit un livre c'est pas tout à fait normal, mais pour un enfant c'est normal. Et issu ces pactes avec le lecteur, avec les lecteurs qui se font comme ça assez facilement, il suffit de dire voilà, on présente, c'est le soir, dans le salon il y a maman chat, dans la chambre il y a. Donc si c'est dit, tout va bien. Et après elle se transforme, donc il faut le dire aussi, elle se transforme en je sais plus quoi, en maman chat. En maman chat géante. En maman chat géante. Donc il faut trouver, c'est dans les mots en fait qu'on trouve, dans des mots tout simples. Et à la fin, d'un bond. Elle se transforme en maman chat géante. D'un bond, elle va sauver ses chatons. Et après, elle les gronde, mais en fait, ils sont pas en détresse. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut juste dormir. Donc là, tout d'un coup, on est rassuré. Ils n'ont pas fait une grosse bêtise. C'est juste normal d'aller explorer. Mais et puis quand même, ce sont des chats qui viennent. Et après, la phrase, c'est d'un deuxième bond, elle rentre à la maison, puis redevient une maman chat normale. Donc on la voit rentrer par la fenêtre parce qu'elle n'est pas encore transformée. Donc il y a comme une escapade. Une incursion dans un truc fantastique alors que tout était normal. Et dans le bain d'Abel, c'est pareil. Il est un bébé normal, il voudrait retenir de l'eau de son bain, il veut suivre son bain, il peut pas passer par le trou de la baignoire parce qu'il est trop gros pour passer par le trou de la baignoire. Et pourtant, ce soir, il peut, alors il le fait. Et pouf, il va dans le tuyau. Donc c'est juste cette petite phrase qui permet d'avoir le droit, enfin de prévenir le lecteur qu'on va faire un truc incroyable. Et après, quand on tourne, il est dans les égouts et les enfants font remonte la page où il est passé, mais comment il a fait? Et en fait, ça c'est le travail du lecteur. Et dans un livre, de toute façon, même si moi j'aime pas faire des ellipses, il y a forcément une ellipse. C'est le fait de tourner la page. Et une page on fait ça, et c'est pas un dessin animé. Donc l'autre, le cerveau fait un travail de. Et il y a cette phrase qui aide à dire juste, pourtant, ce soir c'est possible, donc il le fait. Voilà. Moi j'avais une interrogation dans le livre Les Trois chats. C'était surtout sur la fin, il y avait les pages rouges et je me demandais est-ce que la couleur était choisie pour rappeler la couverture du les chat. pages de garde. Oui, les pages de garde. Ah, la couverture rouge. C'est après que j'ai choisi. choisi les pages de garde. C'est après qu'on choisit les pages de garde, c'est vrai. Mais c'est vrai que. Je me suis dit est-ce que ouais. c'est l'influence de on les recouche. Ah ouais, c'est très joli. Ouais, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça peut faire ça. Et j'avais choisi ce rouge parce que la peinture, c'est super beau, la peinture à l'huile, les couleurs sont très fortes. Et c'est après qu'on a choisi, voilà, c'est ça, qu'on a choisi le rouge. Et c'est un rouge teinté dans la masse. Donc, c'est technique, c'est un papier qui est teinté dans la masse, donc c'est pas une impression. C'est un peu plus cher apparemment, mais là, on a pu faire ça. Et donc, j'étais très contente parce que du coup, le rouge est très beau. Et effectivement, il se voit. Et après, j'ai fait mon dernier livre qui s'appelle Le jeu du plus qu'un jour. Il est au fond. Voilà. Où là, c'était... non, vous pouvez le garder.
là, c'était, parce puisqu'on parlait de la peinture, après avoir fait 3 chatons dans la nuit, j'ai continué à peindre et voilà, je voudrais continuer à faire ça et je voudrais faire un imagier. J'ai jamais fait d'imagier, mais je veux pas faire un imagier tout simple, je veux qu'il y ait une histoire. Et je veux qu'il y ait un dialogue parce que j'ai envie que ce soit un... Donc au départ, c'était pas une idée de maison, c'était pas une idée de nostalgie, c'était pas une idée de fin de vacances parce qu'on me pose la question dans ce sens-là. Mais moi, j'ai fait les choses à l'envers. Je voulais peindre des objets, je voulais faire un... J'ai dit à l'éditrice, je voudrais faire un livre sur les portes de ma vie, les chaises de ma vie, les verres de ma vie. Et je me souvenais, j'avais cette sensation d'enfance, de quand on est petit, de regarder des heures, des tapisseries, de regarder des objets, de retourner chez ses parents quand on a 20 ans et de voir toujours la même carafe et de se dire « Ah, c'est la carafe de toujours, quoi !» Et en fait, elle existe ailleurs, bien sûr, mais pour nous, c'est la nôtre et elle est restée là. Donc, il y a vraiment, j'avais envie vraiment d'une réflexion intense sur le temps. J'avais envie de montrer les objets aux enfants. Encore avec le temps, j'avais envie qu'ils passent autant de temps à les regarder presque que moi, enfin proportionnellement, que moi, ce que j'ai mis à les peindre. Puis aussi, ils peuvent se demander « Ah, mais moi, c'est quoi mon verre préféré ?» Voilà, mais du coup, c'était vraiment un livre sur les allers-retours entre nos choses, les choses d'un enfant. Moi, je pensais au musée, quand je vais dans un musée, je regardais Nature morte et que je me dis, ouais, cette peinture du XVIe siècle, elle a été peinte il y a si longtemps, elle existe encore, je la vois. C'est quelqu'un qui a peint des objets qu'il avait sous les yeux, qui a peint les reflets de la lumière de ce moment-là. Et donc, moi, quand j'ai peint les objets, j'avais pas envie juste de faire des aplats à l'aquarelle. Je me dis, si je peins un oignon, j'ai envie d'avoir la lumière de ce jour-là. Donc, il n'est pas peint n'importe quand. Et il y a aussi, dans tous les livres, je prête aussi attention à l'atmosphère. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que la nuit tombe? Et ça, c'est important parce que ça baigne le livre ou l'histoire de quelque chose de plus. Et donc, dans le jeu du plus qu'un jour, il y a ce truc de... Je voulais travailler aussi sur la concentration qu'ont les enfants à jouer, la concentration qu'ont les enfants à attendre, à observer quelque chose, et la concentration qu'en tant que moi, autrice, je mets, ou artiste peintre, je mets à rentrer dans quelque chose. Et le livre, il est réussi quand j'ai réussi à m'isoler un moment, même si c'est pas pendant toute l'année du livre, à m'isoler un moment et à mettre à fond tout ce que j'avais envie de mettre dedans. Donc il y a un truc d'intense concentration qu'on peut pas avoir tout le temps, mais qu'il faut avoir à un moment. Et je voulais pas que ce soit un livre triste, donc c'est un jeu, donc c'est un dialogue, parce que j'ai aimé moi petite, et j'aime encore raconter à des petits des dialogues, parce que je trouve que c'est assez vivant. Et puis c'est un jeu, c'est pour les enfants, il faut qu'ils s'amusent. Donc je sens que ce livre, on a un rapport assez nostalgique quand on est adulte avec, mais les petits n'ont pas ce rapport-là. Et puis on sent, pendant qu'ils sont en train de faire ce jeu, qu'ils sont en train d'inventer les règles et de les changer. Et donc j'avais aussi cette envie-là de parler du jeu comme un truc qu'on fait enfant, c'est-à-dire que inventer pendant des vacances un jeu et puis créer ses propres règles et puis l'été d'après reprendre le jeu et avec les nouveaux cousins ou les nouveaux copains le changer et tout ça. Donc je voulais qu'il y ait un truc et de nature morte figée et un truc, dans Nature morte il y a mort, enfin il y a un truc, c'est pas un livre triste sur la mort, mais c'est un livre sur les choses, là une maison de grands-parents qui sont pas éternels, mais les enfants quand ils découvrent la finitude, c'est pas quelque chose de triste pour eux, c'est quelque chose plutôt de mystérieux et d'intrigant. Et il y avait ce côté jeu de grande vitalité à la fin du livre, du coup, quand le plus jeune, il trouve que ça commence à être un petit peu long, et il dit, allez, on continue, et puis après, on fait un autre jeu, on va faire une potion pour l'année prochaine, et donc ça enchaîne, et encore une fois, ça revient, donc il y a un cycle qui recommence. Et c'est vrai que j'avais jamais remarqué qu'il y avait quelque chose comme ça de circulaire dans la plupart des livres. Et voilà, donc il y avait vraiment une envie de prendre les enfants au sérieux dans cet espace du jeu et en leur proposant des images que moi je trouvais presque des images tout public, quoi, de trucs de... Je suis pas peintre à mettre dans un musée, mais enfin les faire avec le même soin et le même... et j'ai peint pendant 2 ans, j'ai fait plein de peintures, je suis allée voir beaucoup de peintures, et puis il fallait... Je me suis rendu compte aussi, en peignant, que ça faisait 2-3 ans là, que je faisais de la peinture à l'huile et que j'y arrivais parce que j'ai passé 20 ans à faire du dessin, à observer, à m'entraîner, à faire des choses que j'avais jamais faites, à faire des immeubles, une voiture, un machin, un truc. Et juste à m'appliquer, à regarder la lumière,
Enfin voilà, c'est comme si ça a pu advenir parce que ça s'est mis en place pendant 20 ans, petit à petit, d'accumuler du savoir. Quoi. J'avais pu faire ça avant. Et c'est pas juste parce que j'ai pris 3 cours de peinture, c'est parce que j'ai fait 20 ans de dessin, et puis voilà. Et l'histoire, pareil, quoi. Elle s'est assemblée comme un puzzle. Donc là, je l'ai vraiment pas écrite. Ça rejoint peut-être vos questionnements sur le rapport texte-image. J'ai d'abord fait des tasses, des carafes, des choses comme ça. J'avais cette idée d'imagier. Ensuite, je ne sais même plus comment j'ai écrit l'histoire, mais j'ai commencé à écrire l'histoire. Je ne sais plus si j'ai fait un chemin de fer sans texte précis. Et puis après, le texte est un petit peu arrivé. Et après, j'avais fait beaucoup d'images et beaucoup trop. Il y a des images que j'ai enlevées, mais d'autres qui pouvaient rentrer vraiment dans le chemin de fer. Donc j'ai regardé vraiment les images par terre. J'en avais des dizaines, des vingtaines, des trentaines. J'ai regardé comment l'énergie circulait entre ces images. J'avais cette idée de recréer cette maison qui n'existe pas en vrai, donc ni l'intérieur, l'extérieur, elle existe. Il y a plein de choses qui existent en vrai, mais c'est pas une seule et même maison. C'est plein de maisons intérieures et extérieures, plein d'objets qui viennent de partout, des personnages aussi qui viennent de partout. Et donc j'ai regardé comment ça s'articulait et comment on pouvait se dire, comment un lecteur pouvait se dire, pouvait avoir rien se dire du tout, mais justement vivre l'aventure et avoir la place d'être là. Et on sent aussi que ces enfants-là, ils sont singuliers. C'est pas leur histoire, elle n'est pas figée. On voit qu'ils sont en train de créer les règles, qu'ils parlent d'un arbre vaisseau dans lequel probablement ils ont joué, de bols qui appartiennent à machin, d'autres verres qui peut-être ils se disputent pour l'avoir. Donc on sent qu'il y a une autre histoire derrière, qu'on ne connaît pas tout, donc il y a la place pour nous s'y mettre et puis penser à notre propre histoire et faire un aller-retour comme ça avec... voilà. Après, je ne me suis pas posé toutes ces questions-là en faisant, mais là c'est en parlant, parce que j'en ai parlé un petit peu là depuis qu'il est sorti, que je découvre que tout ça c'est articulé comme ça, et que le livre il s'est écrit pas à pas. Et un livre, quand on le fait texte-image, il y a un pas qui va changer l'autre. Et il y a un moment où ça prend corps. Et le bain d'Abel, je me souviens bien qu'il était fini, et le texte, je ne l'avais pas. Donc je l'avais écrit, mais il ne sonnait pas. Donc je l'ai réécrit, et je n'ai pas eu besoin de changer la structure, je l'ai réécrit, et il s'est mis dans le moule du dessin, quoi. Il fallait que je trouve une petite ritournelle ou un truc, et c'est comme ça que c'est passé. C'est avec la répétition, un bon bain bien chaud avec de la mousse et des jouets dedans, qui faisait finalement presque comme le bruit de l'eau qui coule. Et voilà. Donc il y a à chaque fois un truc sensible à trouver. Et ça se fait dans le temps. Et voilà. Et à propos de sensibilité, dans ces 2 derniers ouvrages, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'inspiration picturale. On sent par exemple la présence de la peinture bretonne, de Sérusier, des Nabis, Oui. des gens comme ça, et aussi de l'influence des maquettistes dans les ouvrages, par exemple, peut-être pour le choix de la typographie, pour le jeu du plus qu'un jour. Et aussi une interrogation que j'ai, c'est sur les titres. Alors vous avez dit le jeu du plus qu'un jour, moi j'avais plus qu'un jour. Oui, j'ai Voilà. ça, oui, non, le jeu du plus qu'un jour. Alors, Non, parce que je l'ai beaucoup entendu là. Les enfants le lisent comme ça. Ah oui, parce Mais que non, moi, c'est le j'avais jeu lu du plus comme qu'un jour. Puisqu'il n'en reste qu'un, et Ouais. puis ça recommencera sans doute. Voilà, et donc l'influence de la maison d'édition sur les titres peut-être, et sur la typographie, et puis votre propre influence picturale. Alors, l'influence picturale, j'ai beaucoup regardé la peinture, oui, effectivement, les peintres bretons, les choses très colorées. J'avais envie aussi que ça se rapproche de l'illustration au départ. Pour 3 chatons dans la nuit, il fallait vraiment que je trouve un langage graphique cohérent. Et pour le jeu du plus qu'un jour, il y en a plusieurs. Il y a les maisons en groupe, il y a les enfants, et puis il y a les objets. Donc là, je me suis permis de mettre des langages graphiques un petit peu différents, parce qu'il y a cet aspect jeu où là, quand on est dans les maquettes, on rentre dans une maison poupée et on peut se dire, c'est aussi un travail sur la mémoire, parce que les enfants, ils sont immobiles pendant qu'ils jouent au départ, donc ils se souviennent. Et donc, donc cette maison de poupée, elle peut être schématisée. Mais après, j'avais envie de montrer des objets comme moi, je les avais vus. Et c'est pour ça que la plupart, ils ne sont pas inventés. C'est des choses que j'ai sous les yeux, et la maison aussi, mais pas la maison en coupe. Et comme là, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas inventer les lumières. La cuisine, je l'ai un peu inventée. Mais comme c'était difficile, j'ai travaillé sur la lumière. Et j'ai regardé les œuvres, où ça peut être les gravures aussi, ou ça peut être le travail d'autres illustrateurs ou BD, où
où au lieu de travailler sur le détail de chaque objet de la cuisine, on les retrouve un petit peu, les objets dans la cuisine, travailler sur l'ambiance lumineuse et l'atmosphère, parce que aussi quand on est dans une maison, que ce soit la nôtre ou pas, on retrouve une atmosphère par justement, c'est à cette heure-ci du jour, c'est cette partie qui est éclairée, c'est sombre, il y a un truc plus intime, et puis des fois c'est baigné de lumière. Enfin, voilà. Et donc après c'était sur la typo et sur la typo en Ouais. 2 couleurs, par exemple. Oui. Est-ce que c'est votre choix ou est-ce que c'est le choix de la maison d'édition? Dans le jeu du plus qu'un jour. Oui. La typo, alors le jeu du plus qu'un jour, on a beaucoup travaillé la couverture. Alors là, le titre, c'est moi qui choisis. Et souvent, je les trouve. Et souvent, j'ai remarqué que c'était cherche ami, des trucs, on pourrait mettre tirer le jeu du plus qu'un jour, serré sardine, cherche ami. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait presque jeu aussi, ou truc sonore un peu marquant. Et le jeu du plus qu'un jour, en fait, c'est venu quand j'ai fait le texte, parce que il y avait cette phrase du début qui arrivait dans mon texte, plus qu'un jour, et je la répète, plus qu'un jour et on s'en va. Je ne savais pas s'il fallait la répéter. Ah oui, aussi, le texte, il est travaillé à la virgule près, hein, et il n'y a pas beaucoup de texte, mais je vous raconterai tout à l'heure la fin du texte du jeu du plus qu'un jour. Et donc plus qu'un jour, on s'en va. Et comme c'est un jeu, parce qu'au début, je partais du jeu dans les catalogues de jouets, tu choisis quoi? Moi, je prends ça. Et là, tu prends quoi dans cette page? Oh, rien, elle est nulle cette page, si t'es obligé. Donc c'était ça. Puis après, ça s'est transformé en vrai dans la maison. Et donc, c'est pour ça qu'est venu le jeu du plus qu'un jour. Et quand le texte... on me dit OK pour le texte, mais en fait, le texte, je le cherche du début à la fin de l'écriture. Donc j'ai le temps et forcément, je le trouve. C'est pas un problème. Des fois, il arrive, quand on fait le fichier Word là, sur l'ordinateur, j'avais mis la maison, mais je n'allais pas l'appeler la maison. Il doit y avoir un 36 livres qui s'appelle la maison. Donc, il fallait trouver un truc un petit peu accrocheur. Et puis, particulier, quelque chose où on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui nous parle. C'est pas juste pour que tout le monde rentre dedans. C'est un truc où vous pouvez rentrer dedans, mais il va y avoir un point de vue, il va y avoir quelque chose. Et la couverture, par contre, après ça... Il faut quand même qu'il y ait un aspect vendeur on ne peut pas passer à côté. Donc même si moi j'avais un choix de couverture qui serait plutôt audacieux ou peut-être plus raté aussi, je ne sais pas. Non, ça on le voit ensemble avec l'éditrice et puis même des fois on parle avec les commerciaux. Enfin il y a des allers-retours pour que tout le monde ait aussi envie de défendre le livre et puis qu'il soit vu sur les tables d'édition. Mais il faut que tout le monde en soit content, quoi. Et là, le jeu du plus qu'un jour, c'était compliqué parce que à chaque fois souvent, il y a une image. En fait, la couverture, on l'a fait à la fin. On me demande souvent, est-ce que tu n'as pas une image de couverture pour... parce qu'on me dit, alors, quand est-ce que tu vas finir ton livre? Ah, alors, moi, je ne sais pas. Février de l'année prochaine, dis-nous, pour savoir pour l'impression, mais surtout pour éditer le catalogue, où le livre sera annoncé, ou après, ça sera vendu, pour respecter le calendrier du catalogue. Donc à partir du moment où j'ai dit oui il va sortir, là c'était le 20 août 2025, alors ce sera tel catalogue. Et donc, est-ce que tu aurais une petite image de couve à nous proposer? Donc souvent, j'en trouve une qui pourrait se rapprocher, soit j'en fais une, soit je prends une image du livre ou quelque chose qui va ressembler. Et souvent c'est assez intuitif et assez facile de trouver. Et la plupart du temps, je refais une image qui reprend un peu un moment du livre. Ça, j'explique souvent aux enfants parce qu'eux, ils sont très intéressés, principalement par la couverture de livre, parce qu'eux, ils savent beaucoup mieux que moi faire des livres pour enfants, et ils font ça en 10 minutes, page 1, page 2, page 3, page 4. Mais après, ce qui leur importe, c'est d'avoir une couverture toute dure. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Et donc, je leur dis, bon, alors, l'image de couverture, ça va raconter un petit peu l'histoire, mais pas trop. Ça arrive un petit peu au moment où il va y avoir un peu de suspense, mais pas la résolution. Donc, il faut trouver un truc intuitif où on intrigue, mais où on n'en dit pas trop. Et le jeu du plus qu'un jour, comme il n'y avait pas ce truc de climax ou de grosse aventure, chaque objet, ça faisait un peu flop, quoi. Je mettais la petite chaise, ça faisait un peu chaise électrique. Je mettais un fruit, ça faisait un peu livre de cuisine. Donc finalement, la petite ferme en bois, qui est une vraie ferme en bois que mon grand-père avait faite en plus, c'était le seul jouet vraiment où il y avait le robot télécommandé, mais qui était moins gracieux. Puis il y avait moins de place pour la typo. Donc là, il a fallu vraiment jongler. On a mis du jaune derrière pour que ce soit plus gai. On a mis la typo. Ça faisait vite livre un peu rétro ou truc bizarre, quoi. Ça faisait pas livre pour enfants. Et puis il faut quand même que ça fasse livre pour enfants parce que
faut qu'on s'adresse à un public. Et puis là, je mens pas en disant que c'est un livre pour enfants. Mais si je leur montrais un truc qui leur donne pas envie, il faut qu'il y ait comme une résonance, quoi. Et donc, on a trouvé cette petite ferme, on a eu grand mal. La maquettiste a proposé le vert, qu'au début, je me disais, tiens, vert, mais il n'y a pas de vert dans les illustrations. Puis en fait, j'ai dit d'accord, et je trouve que c'est une bonne idée, parce que je trouve qu'il réveille aussi le tout, et justement que ça emmène le livre un tout petit peu ailleurs, et puis ça rappelle le jardin qui arrive à la fin. Et voilà, et donc la typo, bah là, je sais même plus qui l'a proposé, on est passé par plein d'étapes, mais c'était pas moi. Moi, je suis pas très bonne en typo, c'est vraiment pas ma spécialité. Et puis l'écriture, les 2 typos différentes dans le livre, par contre, c'était parce que j'avais le souhait que... je crois qu'il y a des petits traits, mais on allait vite s'embrouiller. Alors là, peu importe si on se trompe, on sait plus, mais on sait qu'on passe de l'un à l'autre. Alors qui est qui, après, c'est pas grave. Même moi, à la fin, j'avais du mal. Et aux relectures, j'ai fait « Ah, mais attends, là, on s'est trompé. J'ai dit à la maquettiste, tu t'es trompé de couleur, parce que là, c'est la grande sœur qui dit ça. Alors pour moi, c'est les frères et sœurs, mais ça peut être des cousins. En fait, moi, je me fais ma petite histoire. Et puis après, voilà. C'est pour ça qu'il y avait ces 2 couleurs, mais elles ne sont pas non plus très différentes, parce que je ne voulais pas que ça jure esthétiquement. Et donc, pour reparler du texte, le texte a été écrit, et après, au sein de la maison d'édition, il y a des relectures. Déjà pour les fautes d'orthographe, j'en fais quelques-unes. Et puis après, on va me dire, par exemple, « Ah non, je veux pas !» Alors, la correctrice, c'était des femmes, là, la correctrice disait, on devrait dire « je ne veux pas ». Et là, c'est à moi de dire « je garde, je veux pas », parce que la personne ne s'offusque pas, mais son travail, c'est de me dire « non, on ne dit pas « je veux pas », ou même s'il y a un apostrophe. Donc, je dis « je ne veux pas », quand c'est justifié. Puis des fois, j'accorde que oui, là, effectivement, on pourrait changer, mais je me dis, ces personnages-là, comment ils parlent, quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? S'ils disent « je veux pas », je veux pas. Ensuite, à la fin, au début de l'histoire, c'est plus qu'un jour et on s'en va. On fait le jeu du plus qu'un jour, d'accord, je commence. Donc il y a les petits points, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas ? Faut pas en abuser, la ponctuation, les virgules, les points-virgules, les points d'exclamation. Donc je commence. Si on revient l'année prochaine, je prendrai la chambre. Donc là, j'avais mis le si, parce que c'était l'hypothèse. J'aurais pu commencer par l'année prochaine, quand on reviendra, je prendrai... Mais je voulais qu'il y ait ce truc d'incertitude au début, parce que peut-être que tout simplement, ils font pas tous les ans les mêmes vacances, et que des fois, ils ont envie de venir, qu'ils viennent pas, ou que peut-être que c'est la seule fois, j'en sais rien. Mais qu'il y avait ce truc d'incertitude. Et à la fin, ils disent, bon, alors, donc il y a toutes les énumérations de la maison, puis à la fin, le temps, les petits passages sur le temps, où elle dit, mais tu sais, l'année prochaine, le jardin, il sera plus pareil. Donc là, j'avais envie aussi qu'il y en ait une que la grande prenne le dessus, fasse une petite leçon à son frère, parce qu'elle est un peu jalouse qu'ils prennent tout pareil, et qu'elle disait, oui, toi, tu veux le jardin, mais si ça se trouve, mamie, elle aura coupé toutes les roses, hein, tu vois, tu voulais les roses, il n'y aura plus. Et bon, bref, on sera plus pareil. Et puis, il y avait ce truc de, on change toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, qui est un truc vertigineux aussi de l'enfance, où j'avais envie qu'on retourne à cet endroit-là du texte. Et que ce soit c'est quand même la chose importante. Et là, le petit frère coupe court et dit oui, bon, on continue, parce que voilà, il faut quand même jouer. Il dit d'accord, alors, dans le jardin, moi je prends les herbes. Et là, je sais plus qui a l'idée, oh tiens, si on faisait une potion. Donc tout de suite, on n'a pas le temps. Il y a comme un truc de rythme dans le texte où pareil, il y a ce truc de s'installer dans le jeu, d'avoir des accélérations, des ralentis, de tomber sur une grande page de cuisine, les escaliers, et dans les escaliers. Je savais pas s'il fallait mettre un truc de systématisme où on rentre dans la maison et à chaque pièce on fait, ou non, c'était pas forcément important. Ensuite, il y a la page où ils savent pas, ils redéfinissent un peu les règles, la cuisine, le jardin, la grande pause, et voilà. Et là, hop, ça rebondit et on retourne dans le jeu immédiatement et c'est la fin. Et donc ils disent, et bonne idée, une potion avec le plus d'air possible, et on la cache. Et moi, j'avais mis « si on revient l'année prochaine ». Et là, la correctrice me dit « si on revient l'année prochaine, c'est un petit peu mélancolique ». Et moi, j'avais hésité à mort sur ceci. Et donc là, elle a vu pile. En général, elle a vu les petites choses où moi, j'avais hésité. Et c'est très important parce qu'après, on lit à voix haute. Et ces petits mots, moi, quand j'ai hésité sur d'autres livres et où j'ai laissé passer un truc...
sur lequel j'avais un doute, eh ben, chaque fois que je lis, j'accroche dessus. Et ça peut être aussi dans la position du texte, si on met à la ligne, des fois on est coincé dans les tailles du texte, et puis donc on cherche la manière de le composer pour que la lecture soit la plus fluide possible. Et donc finalement, on cherchait, mais si on met pas ci, qu'est-ce qu'on met? Puis finalement, je cherchais, puis je dis, mais non, mais c'est tout simple. Et on la cache pour l'année prochaine. Donc c'est juste que maintenant, ils sont sûrs, ils vont venir l'année prochaine, parce qu'ils sont plus du tout dans un questionnement, dans le questionnement sur lequel ils étaient au départ, ils sont juste dans un jeu, et donc il n'y a plus de questions. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que bon, déjà l'écriture, elle est très précise, et puis après, il y a aussi la relecture, parce que nous, on est quand même dessus pendant très très longtemps. Il y a des fois où on voit plus, puis on a un petit peu envie de se débarrasser du livre quand il est sur la fin et qu'on a livré tout. Et donc la relecture sert à ça, à revenir sur des choses dont on s'était débarrassé, même si c'est juste un mot, parce que on avait envie que ça finisse aussi, quoi, au bout de 2 ans. À propos de finir et de questions, voilà, si on n'a plus de questions, je pense que dans la salle, il y a des questions, et on me dit que vous avez simplement un petit quart d'heure avant de partir. Alors, voilà. J'ai le temps, non? Ah, apparemment, on m'a dit qu'il fallait que vous partiez à moins de 5. Ah, mais si je suis en retard, c'est pas grave. Non, j'irai peut-être, mais il n'y a pas de... Je préfère prendre mon temps là, ouais, c'est gentil. Merci. Mais vous avez le temps. Voilà, mais peut-être que vous en avez marre. On va faire passer aussi les 2 ouvrages qui restent ici. Ah oui. Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel stand vous serez dimanche? Je serai sur donc place Chavanel à la librairie Les Croquis-Notes, avec beaucoup d'autres textes très intéressants. Toute la journée, alors samedi toute la journée, dimanche matin, et dimanche je crois que c'est à 14h, et je ne sais pas où c'est, dans une tente où il y a des... Il faut regarder sur le programme. Oui, je serai avec Anaïs Vaugelade et on va parler de nos travails, de nos travails respectifs pendant 1 heure. De 14h à 15h. La grande tente qui s'appelle, alors j'ai oublié, c'est marqué comme livret, se trouve place Jean Jaurès. Voilà. La Gaiola. Voilà. Ah, c'est place Jean Jaurès. Oui. Avez-vous des questions? Oui. Merci beaucoup pour cette intervention. Quand même. Je vais vous poser 2 questions qui sont un peu en lien. Premièrement, au niveau du choix des matériaux, parce que du coup, ça ne va pas être les mêmes. Enfin, il y en a qui sont plus rigides, peut-être pour les enfants plus jeunes, et d'autres moins rigides pour les enfants un petit peu plus grands. Et je me posais la question, du coup, est-ce que c'est vous qui faites ces choix, et aussi l'adaptation aussi au niveau de l'âge, parce que j'imagine que ça ne va pas être les mêmes thématiques, le même nombre de textes, etc. Au fur et à mesure du temps. Donc, est-ce que c'est vous qui faites ces choix? Est-ce que c'est l'éditeur, ou est-ce que c'est une concertation entre les deux? Alors, la collection avec le lapin rose, là, c'est la collection Loulou et compagnie. Je crois qu'ils sont tous en cartonné. Donc, à partir du moment où j'ai fait cette collaboration avec Grégoire sur le Taref, c'était sûr que les livres seraient sur du cartonné. Et c'est effectivement pour l'âge des enfants parce qu'ils sont petits. Après, moi, je pense qu'un enfant petit, il peut lire aussi un livre en papier. Il faut être un petit peu à côté. Bon, s'il déchire une page, c'est pas dramatique, mais c'est pas... Dès qu'ils ont un livre, en fait, ils comprennent très vite qu'un livre, c'est pas un jouet comme un autre. Enfin, il y a un truc de tourner les pages. C'est des gens qui travaillent avec les petits qui m'ont appris ça, qui m'ont montré ça, qui m'ont dit, des assistantes maternelles ou des gens qui travaillent en crèche, qui ont dit non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Ils peuvent aussi détruire, si un enfant qui est dans une phase de destruction, il peut aussi détruire un livre en carton. Enfin, c'est forcément plus fragile le papier, puis ils vont être maniés plus par des petits, donc il faut que ce soit costaud. Mais je pense que les deux sont quand même possibles. En tout cas, la collection Loulou et compagnie, elle est cartonnée. Et c'est chouette aussi, parce que je pense aussi que c'est pour la lecture à voix haute, ça peut être aussi assez facile de tenir un livre cartonné ou de le poser. Et les enfants, du coup, quand ils vont s'en saisir ou le traîner, ben, pareil, il est peut-être moins... C'est pas tant dans le tourner des pages que aussi dans la manipulation en général ou de faire tomber les livres. Donc ça, c'est une chose. Et après, l'âge des livres, moi, quand j'ai fait le premier Série Sardine, j'étais très surprise quand je l'ai terminé, déjà qu'il soit fini et que j'ai vu le livre, parce que j'étais vraiment trop accaparée par le travail. On m'a dit, il sera pour les 3-4 ans, je sais plus. Ah bon? Mais ah bon? J'avais pas réfléchi du tout à l'âge. Je dis, comment ça, 3-4 ans? Mais les autres, et pourquoi? Je dis, c'est comme ça, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a des bacs, il y a écrit tel an, tel âge, tel âge. Après, en réalité, en vrai, les enfants, ils
peuvent se servir partout. Et moi, j'ai beaucoup d'enfants de 6 ans qui vont lire les cartonnets parce qu'ils les ont lus petits. Et quand ils passent au salon du livre, ils veulent racheter les cartonnets. Et les parents disent non, 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 il n'est pas ton âge, celui-là, regarde celui-là. Et les gens, non, j'aime pas ce monsieur. Parce que ça leur parle et que c'est leur choix à eux, quoi. Et donc, voilà. Moi, je pense toujours à l'âge. Et ça, la question se pose au tout début du livre, en fait. Je me dis, bah tiens, ça, ce sera pour tel âge. Et voilà, par exemple, comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, c'est sûr que c'est pour des plus grands, aussi parce qu'il est plus long à raconter, parce que ça parle de notions de rangement qui vont pas préoccuper les petits, parce que les tout petits, on leur demande pas encore de ranger, ou on leur demande, mais c'est pas un problème, et ils ont d'autres... Il y a un truc qu'on sent, en fait, de où en est l'enfant dans ces questionnements. Enfin, les questions peuvent être les mêmes, mais il y a plus la forme, quoi. Sur le rangement, la forme de comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, elle est forcément pour les plus grands. Donc voilà, ça vient au début du livre. J'ai répondu à votre question. Oui ? Il y a quoi dans votre pochette? Oui. Ah, mais c'est vrai, j'ai pas ouvert ma pochette, je ne fais que parler. Je la prends, j'ai pas l'habitude de trop travailler avec des vieux comme vous. Je travaille plutôt avec des petits et je leur montre ça quand je viens. Là, j'ai mis quelques extraits de mon travail parce que je leur explique selon l'âge. Là, j'ai eu des petites sections tout à l'heure, alors je leur ai juste montré des dessins, ils ont deviné, ils ont reconnu les livres. Mais quand c'est des plus grands, ça peut être même jusqu'au CM2 qui veulent savoir comment faire un livre, il y a plein d'étapes du travail. Donc, par exemple, bon, là, je leur montre, ça c'est pour dessiner un bébé, donc je leur montre que je dessine sur des petits bouts de papier, que si la feuille elle est moche, c'est pas grave, que je gomme pas, que je barre pas et que j'en fais plein. Ça, c'est le même principe. C'est pour Castor Têtu. Donc ça, c'est Castor Têtu, c'est un livre que j'ai fait avec Jean Leroy et les images étaient assez simples et du coup, au lieu de faire... Des fois, je travaille pas sur ordinateur du tout. Et par exemple, je vais vous montrer celui-là. Je vais vous montrer deux choses différentes. Castor... Souvent, je fais des collages, hein, parce que les livres pour les tout-petits, donc le lapin rose, là, comme ils sont... il faut que les enfants voient bien quel personnage est où, mais ils sont souvent un peu les uns sur les autres. Donc, j'arrivais pas à faire les dessins bien du premier coup, enfin, à faire le truc... Donc, souvent, je fais un dessin et puis je reprends. Je mets un peu de blanco, la poule, si elle me plaît pas, j'en refais une, je la colle. Beaucoup de gens travaillent sur Photoshop et donc voilà, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Et après, je photocopie ça sur un papier aquarelle et je passe à la peinture après sur la... Enfin, je le fais imprimer en fait. Et donc ça, c'est un travail de recherche pour que toutes les expressions soient claires. Que moi, je connais leurs couleurs, donc je sais qu'ils ne vont pas se confondre les uns avec les autres, que les enfants, ils vont s'y retrouver, quoi. Et pour cela, pour Castor Têtu, comme les dessins étaient... assez simple, je me suis dit que j'allais à l'encre de Chine dessiner beaucoup, un peu comme un travail de calligraphie, jusqu'à ce que ma main connaisse par cœur chaque dessin et que je puisse faire. Donc là, je les ai fait des centaines de fois jusqu'à connaître par cœur le dessin. Et par exemple, je vous en montrer un. Et je les ai fait directement sur la feuille et la couleur aussi. Donc là, j'avais droit à l'erreur, bien sûr, mais si je rate, il faut que je recommence tout. Donc ça, par exemple, c'est un Castor Têtu où j'ai fait cette scène-là. J'ai renversé mon café, d'ailleurs. Voilà. Cette scène-là, j'ai dû la faire plusieurs fois. Celui-là, il devait convenir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas gardé, mais ce n'est pas celui-là l'original. Mais j'ai fait comme ça les dessins plein de fois, et jusqu'à avoir le dessin parfait, parce que aussi, quand on fait en reprenant, on perd un peu en vitalité dans le trait. Et là, l'histoire elle était assez simple et j'avais besoin que ce petit garçon il soit vraiment vivant, qu'il avance, qu'il parle, qu'il y ait un truc justement de l'enfance qui soit pas figé, quoi. Et puis je me suis améliorée en dessin au fur et à mesure, à force quand même. Donc voilà, là par exemple c'est une scène de encore un autre Castor Têtu et ça pareil, voilà, je l'ai fait comme ça, après je la refais comme ça. Après, je les reflète comme ça, jusqu'à la faire
finalement, je ne l'ai pas à l'original, mais... Et pour regarder ça, je me souviens que j'ai regardé des peintures d'un tableau classique, j'ai regardé Lavandière, peinture classique, je ne sais plus, j'ai vu des gens qui lavaient du linge, et donc j'ai repris des poses. Et voilà, donc ça, est-ce que je peux vous montrer? Ben voilà, encore un bébé, encore du castor têtu. Et puis ça, je peux vous montrer aussi ce que je fais pour... Ça, c'est J'ai pas d'Iparté. Donc c'est la même collection que La Bagarre, le petit lapin rose. Donc ça, c'est ce que je montrais à Grégoire sur le tarif. Donc je fais le livre en petit comme ça. Je le mets... c'est carrément au stylo bic. Donc je lui fais la maquette jusqu'à la fin. Puis après, j'apporte des corrections. Après cela, il n'y a pas beaucoup de corrections parce que... Voilà. Et lui, il connaît mon dessin, il sait ce que je vais faire. Donc le livre, il est fait là, quoi. Et puis pour Castor Têtu, donc quand j'ai travaillé avec Jean Leroy, j'ai aussi des extraits du chemin de fer que j'ai amené. Hop, il faut que je les retrouve. Voilà. Hop, ça peut ressembler à ça. Après, maintenant, les derniers livres, j'ai pris, comme je perdais tout le temps mes feuilles, j'ai pris un cahier, puis je fais dans le cahier, comme ça je retrouve. Mais là, je fais comme ça me permet aussi d'avoir une vision d'ensemble. Dans le cahier, il faut encore tourner les pages. Là, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et de reprendre. Donc, il y a des... Là, il n'y a pas trop de corrections, ça devait être un petit peu à la fin. Mais il y a les positions qui changent. Je sais que des fois, je me dis, bon, là, ils sont trop gros dans la page, il va falloir les rétrécir. Ça, c'est une étape de travail que je montre aussi à l'éditrice. On voit ça. Ça, c'est encore Castor Têtu. Donc, ça, c'est une autre où j'ai collé le texte. Et puis je corrige le texte, je change des trucs, je propose à l'auteur, on se fait des allers-retours comme ça. Et donc je vois ça, oui, il y a plein de... Quand il y a des corrections, là je vois, ça peut être juste des trucs, juste parce que moi j'ai dessiné les personnages, ils sont dans une attitude, donc comme c'était écrit, ben, c'est plus spontané, il faut changer un petit truc, donc voilà, c'est une sorte de proposition. Là, je vois que j'ai ça aussi. Ça, c'est le petit doudou dont je vous parlais. Parce qu'il y a eu une expo aux Arts Déco de Paris, de l'école des loisirs, avec les auteurs d'école des loisirs. Et ils m'avaient demandé de dessiner un jouet, donc j'avais peint ce truc-là pour le rapprocher des livres. Donc c'est ça, le vrai doudou. C'est pour ça que ce lapin rose est bizarre. En fait, c'est lui. Voilà, c'est pas un lapin. Mais les enfants ont dit que c'est un lapin. C'est les adultes qui commencent à trouver ça étrange. Mais voilà. Il y a une image de 3 chatons dans la nuit, je crois. Ah oui, ça c'est pour Tout le monde dort. Quand je vous disais que quand je commence à écrire une histoire, en fait, je fais des images assez finales de mon projet. Donc là, avant d'avoir écrit le livre, j'avais fait ça, en imaginant déjà plein de choses. Et puis après, j'ai ordonné, quoi. Mais j'ai ça en point de mire, et je le laisse près de mon bureau, et puis je travaille autour, quoi. Il se peut que ça change, mais souvent, il y a des... Voilà, c'est assez similaire dans la... Ah, par exemple, La monture de Castor Têtu, c'est Jean Leroy qui l'a écrit, et au début, il avait écrit l'histoire pour un petit garçon, et il pensait à Yakari, qu'il aimait bien quand il était petit. Et donc, c'était un petit garçon qui trouvait un bison. Il voulait trouver un cheval pour faire comme les hommes de son village, et finalement, il trouvait un gros bison. Et il revenait tout fier, et ça en jetait. Et en fait, c'est moi en dessinant le bison et en faisant ça, j'ai dit à Jean, mais Jean, ce serait pas mieux qu'il trouve un bébé bison, ce serait quand même plus mignon. Et puis ça veut dire qu'il va grandir avec lui et que lui, il est très fier sur un petit bison. Alors, fier sur un grand, c'est l'évidence, mais fier sur un petit, il y a un truc de ouais, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas fier. Et le bison, il y avait ce truc qui était plus fort, je trouve. Et donc je lui ai proposé, il me dit, oh ouais, pas de problème. Et du coup, j'ai dessiné un petit bison et voilà. Et puis aussi, c'était un petit garçon qui aidait, parce que le bison, il est coincé, il y a un feu qui arrive et tout. Donc c'était un petit garçon qui aidait un petit bison à sortir du pétrin. Donc voilà, il y avait un petit truc mignon qui fonctionnait. Voilà, c'était pour Grand-Père Crapaud, je me souviens. Alors, bon, ça ressemble pas à grand-chose, mais Grand-Père Crapaud, c'est un album qui est peut-être épuisé, que j'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Véronique Cauchy. Et c'est une histoire qui n'est pas évidente, parce que c'est un vieux monsieur qui perd la tête. Alors, il perd ses dents, ses cheveux... son chapeau, sa pipe, tout, mais parce qu'il est en train d'aller à la rivière. Donc ça, c'est sa maison, et la rivière, elle est là. Donc ça, c'est pour moi aussi, comme au cinéma, d'avoir
une vue de l'ensemble de là où se passe l'histoire. Et là, c'était vraiment littéralement reproduire ça, puisque dans le livre, au début, on voit un plan comme ça, et après, on suit le grand-père, parce qu'en fait, il y a un crapaud qui le suit, et qui récupère les cheveux, les dents, la pipe, les lunettes, tout, et donc à la fin, on dirait une tête de grand-père, le crapaud. Et donc, quand il le voit, il dit « Ah, mais j'ai perdu la tête, ou quoi ?» Et bref, donc, là, j'avais regardé vachement comment ça s'appelle, d'estampes japonaises de Hokusai ou Hiroshige, et la manière dont ils peignent comme ça verticalement les paysages. Donc je m'étais inspirée de ça dans ça, puis dans la météo aussi, parce qu'à un moment il perd son chapeau, donc j'ai fait juste une branche avec des feuilles qui... Voilà, donc c'est tout, on va chercher... Enfin moi je vais chercher mon inspiration plutôt dans le cinéma, la littérature, les musées, la peinture classique, la photo, des choses comme ça. Là d'ailleurs c'était la maman d'Abel aussi. Ah bah là j'étais vraiment pas douée. Donc ça c'est la maman d'Abel qui le déshabille. Alors là il y a plein de collages quoi. Le dessin, je pense que maintenant je le ferai quand même un peu mieux du premier coup, mais voilà, c'est comme ça. Et après quand c'est imprimé, ça donne ça. Et après après c'est en couleur. Après c'est juste coloriage. Et je dois l'avoir quelque part aussi par là. Et donc pour la maman d'Abel, quand elle le déshabille, j'avais pris une peinture, acheté une carte postale au musée une expo de Caravage, et c'était une femme qui était en train de tenir un enfant dans ses bras pendant qu'il y a un serpent et qu'il y a une sombre histoire de crime. Voilà, donc rien à voir avec l'histoire d'Abel, mais il y avait cette position de la maman qui tenait l'enfant qui était belle, et du coup j'avais copié cette image-là, et après ça avait dérivé. Là, c'était une farce, par exemple. Donc, au départ, les couvertures, pas les couleurs, c'était pas du tout ça. Et c'était avant que ce soit sur fond blanc. Là, c'était ce fameux petit lapin. Donc, comme je vous dis que je l'ai peint sous toutes les coutures, c'est qu'au début, je l'avais fait tout petit. Et j'étais allée voir Grégoire Solotareff en lui disant, voilà, j'ai des idées d'histoire, j'ai ce petit personnage. Et lui, il est allé à la photocopieuse. Il m'a dit, bon, c'est bien, mais tu le fais grand. Tu le fais grand, mais direct, peut-être pas du coup à la plume, parce que c'était à la plume, mais prends un pinceau et fais autrement. Donc j'avais travaillé. Je dis souvent on, parce qu'il y a beaucoup de dialogue avec les éditeurs. On fait vraiment pas, on fait ce travail seul, et c'est notre création, mais l'éditeur a un rôle très important, et l'éditrice dans la lumière. En fait, c'est quelqu'un qui met en lumière vos idées, vos envies, et qui arrive à vous faire, non, jamais à dire fais comme ci, fais comme ça, mais pourquoi tu voulais faire ça? C'est un psy d'auteur, quoi. Pourquoi tu voulais faire ça? Ah oui, bah alors. Et puis après, même si des fois il nous donne le début des solutions, je dis mais oui, je le savais, en plus j'y ai pensé. Bah bien sûr, tu le savais. Mais voilà, c'est comme quelqu'un qui éclaire un peu nos idées confuses quand quand c'est trop difficile de travailler seul, parce que c'est pas facile de travailler toujours tout seul. Et voilà, là c'est encore ce petit lapin, là c'est encore la fameuse photocopie agrandie. Donc là il avait pris une valise et il partait en voyage. Je pensais aux petits qui font leur bagage des fois, qui s'en vont de leur maison tragiquement. Donc il y avait ce truc là d'avoir des émotions fortes quand on est petit, et de vouloir absolument qu'on nous prenne au sérieux en fait. Je pense qu'il y a ça dans les fondements des livres, c'est sérieux. Quand on a envie de partir, on a vraiment envie de partir. Même si on va pas souvent bien loin, parce qu'on n'a pas envie... C'est ça. Donc là, c'était le début aussi pour mon pull. Donc c'était les premières esquisses avant qu'il soit à l'encre et au pinceau. Donc j'ai dessiné là, comme ça je les voyais tous ensemble et je vois comment ils interagissent. J'ai aussi des bandes de papier où il n'y a que le mouton ou que la poule, et où je les vois évoluer page après page, où je vois qu'il y a une logique de caractère par rapport à la situation. Voilà. Ça, c'est les recherches pour les personnages de comment ranger sa chambre en 7 jours seulement. Ça, c'est les recherches de la maîtresse dans comment devenir un élève modèle. Où là, j'avais regardé un peu les mangas et tout pour aller... Parce que dans les mangas, il y a quand même plein de trouvailles graphiques super, et ils se permettent plein de choses. Donc, souvent, on a ces habitudes, on est un peu corseté dans des trucs de rester dans des règles classiques. Ça, c'est Tartatou, que j'ai fait avec Mathieu Sylvander, avec la poubelle. Donc là, lui, il avait écrit cette histoire où les choses de la maison parlaient. Et moi,
mon petit défi graphique, c'était mais où est-ce que je mets les yeux de la poubelle? Est-ce que je leur fais, est-ce qu'ils ont des jambes? Est-ce que comment je les anime, quoi? Donc le choix, ça a été plutôt de faire des choses assez discrètes pour qu'ils puissent continuer à être des objets, mais juste s'ils peuvent la poubelle, elle peut ouvrir la bouche, donc sa bouche, elle est là. J'aurais pu lui mettre une bouche là ou des yeux, enfin. Mais la bouche, c'est l'ouverture, quoi. La table, bah, elle, c'est la serrure de ce tiroir. Donc voilà, chaque livre, il y a plein de petites questions qui se posent. Ça, c'était Castor Têtu, c'est vraiment les premiers dessins où il fallait dessiner, enfin trouver à quoi ressemblait ce personnage. Et j'avais envie que ce personnage, donc c'est indien, moi je ne connais pas les Indiens, puis maintenant ils sont, enfin les Indiens, c'est l'image d'Épinal qu'on en a, parce que, mais je voulais pas qu'il y ait trop de, enfin je voulais que ce soit simple, quoi, qu'il soit juste un petit bonhomme, comme s'il était en pyjama, et qu'après on puisse se mettre derrière lui, tout comme... Là, je voyais une image de la montagne dans Castor Têtu, je la retrouverai. Ou ça peut être n'importe quelle montagne, c'est presque abstrait au bout d'un moment. Ou là, c'était l'arbre dans Serré Sardine. C'est pareil, c'est un arbre. Il y a une branche, parce que je ne savais pas dessiner les arbres. Et je me suis dit, mais en fait, il se cache sur une branche, donc bah, je vais faire juste la branche. On s'arrange. Là, c'était les recherches pour le bison quand il était gros. Donc au début, je regardais des vrais bisons, même des vidéos de bisons, parce qu'il faut aussi regarder comment ils bougent. C'est pas... Ça, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, mais là, avec les couleurs. Au début, il allait dans les égouts, c'était tout sale et tout. Puis là, je me suis dit, non, personne ne va l'acheter. Les yeux, il allait dans les égouts, c'est dégueu. Là, c'est le fameux grand-père crapaud. Et là, c'est sa maison. Voilà. C'était ça l'image où il est tout seul dans les champs. Et il a le moral, mais juste il veut aller à la rivière, quoi. Ça, c'est des recherches aussi pour comment ranger sa chambre en 7 jours seulement. Donc, c'est avant que le livre existe aussi. C'est les fameuses planches que je fais pour savoir où je vais aller, quoi. Il y avait déjà les parents robots. Oui, il y avait déjà un robot, mais je savais pas trop quelle tête il avait. D'ailleurs, j'en ai fait plein. Le voilà après. Après, c'est les recherches, quoi. Le parent robot. Là, c'est la piscine. Où là, j'ai fait chaque carreau un par un. Il n'y a aucune photocopie. Chaque page, c'est des nouveaux carreaux, sans règles. Ça, je dis aux enfants, parce qu'ils veulent toujours prendre leurs règles. Je dis non. Vous ferez un trait, vous prenez votre respiration. Faites... Et vous arrêtez de respirer à la fin de la ligne. Vous reprenez votre souffle aux enfants. Ça, c'est la piscine, donc ça, c'est la couverture. Encore des personnages de... Je vous l'ai montré celui-là déjà tout à l'heure. Et là, j'ai un de... Hop, Chatons dans la nuit. C'est pas l'original, ça doit être une version que j'ai faite. J'étais pas... Je recommence beaucoup. Je suis pas contente, mais j'ai pas envie de reprendre par ordinateur que le maquettiste ait à faire ça ou à faire des corrections. Donc je vais au maximum et chaque image fait à peu près la taille qu'elle aura à la fin. Elles paraissent plus grandes, mais elles sont à l'échelle 1. Sauf pour le jeu du plus qu'un jour, où les objets, ils sont un tout petit peu rétrécis, je crois. Parce qu'il y avait le cadre blanc qui a été mis finalement, donc il fallait juste qu'ils ne prennent pas trop de place dans le cadre. Voilà à peu près, voilà encore les mêmes, encore les... Là, c'est pour l'anecdote, cette histoire, comment ranger sa chambre en 7 jours seulement, j'ai fait... Mon premier livre écrit, c'était Cherche Ami, et mon deuxième, c'était un truc sur le rangement et le bazar, parce que je suis très bordélique. Et on me l'a toujours reproché, ça m'énerve forcément, puisque je fais des efforts, mais bon, il y en a qui sont très maniaques, on leur reproche pas d'être de ranger tout. Et donc j'avais envie de faire cette histoire, et je l'ai écrite, et ça, je l'ai fait 15 ans après avoir écrit l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout cette forme-là, j'avais le thème, mais je ne savais pas comment la faire, et je ne trouvais pas. Et donc il a fallu attendre que j'ai un déclic, je la traînais, et puis j'y repensais des fois, et je me disais, mais non, mais j'ai pas envie de brader cette idée, de faire un truc qui ne va pas me plaire. Voilà, donc elle a pris cette forme-là, mais ça a mis, l'histoire a mis 15 ans à maturer, quoi. Après, j'y ai pas pensé tous les jours, mais je savais que je le ferais, quoi. Et c'était long.
Voilà, encore ceux-là, mais je vous les ai montrés, je crois. Ah, voilà, la montagne, par exemple, dans Castor Têtu, pareil. La montagne, je suis bon, bah, je vais faire une montagne, mais dans ce livre-là, tout est presque abstrait, quoi. Donc c'est l'idée d'une montagne, l'idée d'un champ, l'idée d'un Indien. Donc c'est des choses... Mais c'est aussi parce que je voulais faire tout ce travail à l'encre de Chine assez simple, et puis que je voulais aussi, comme je le disais tout à l'heure dans Je n'ai plus qu'un jour, qu'il y ait l'espace pour être dedans avec, quoi. Que si c'est trop fermé, trop fini, ben, moi en tant que lectrice, je me sentirais trop serrée. Et voilà, ça c'est les petits exercices d'architecture difficiles que j'ai du mal à faire, c'est pour créer l'espace de... Ah oui, les amis qui arrivent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les animaux, ça, c'est parce qu'ils font leur devoir et il fallait présenter leur animal préféré. Donc ils viennent à la classe comme ça. Et voilà, et ben là encore, l'école. Bon, c'est différentes manières de travailler, puis j'ai pas les mêmes tout le temps parce que... Voilà, je crois que vous avez presque tout vu là de mon carton à dessin. Le soleil qui met son pyjama. Je vous ai tout montré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on a hâte de retrouver vos livres à la fête du livre, Plage Chavanel, au stand des Croquis-Notes, de vous entendre donc Plage Jean Jaurès, Ouais. voilà, ce week-end. Ouais. Oui, avec Anaïs, en fait, elle a choisi des images de mon travail. Moi, j'ai choisi des images de son travail et on va chacune parler l'une de l'autre. Donc, elle, forcément, en tant qu'éditrice et moi en tant qu'éditée, mais aussi en tant que lectrice de ses livres. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.